Voici votre tour d'horizon rapide sur une question qui fâche. Le citoyen belge est-il rendu un simple pigeon? Ces rapports décortiquent la fracture immense entre une classe politique fonctionnant en vase clos puis une population ultra taxée qui se sent prise pour un guichet automatique. Premièrement, il y a la dictature de la particratie. La Belgique n'est plus vraiment gérée par son Parlement, mais bien par les chefs de parti. Les députés votent presque toujours la ligne dictée, transformant les chambres en simples machines à approuver des décisions secrètes. C'est comme un théâtre d'ombre, tu sais. Vous choisissez la marionnette, mais c'est une poignée de présidents qui tirent toutes les ficelles. Deuxièmement, on fait face au double standard d'un État devenu carrément hors la loi. On exige que vous payiez vos impôts jusqu'à la dernière scène, mais le gouvernement, lui, ignore des milliers de condamnations judiciaires, comme dans la crise de l'asile où il paie des amendes avec vos taxes plutôt que de respecter la loi. Comment exiger une telle rigueur quand l'État piétine allègrement ses propres tribunaux? Finalement, il y a un véritable effondrement de la confiance. À peine 8 à 22 % des gens font encore confiance au parti, puis un quart des électeurs débarque complètement. Mais attention, ils ne rejettent pas l'État en soi, ils adorent leur filet social. C'est vraiment la caste politique qui sont plus capables d'endurer. Bref, le citoyen finance généreusement un système qu'il chérit, tout en se faisant écarter du pouvoir par une machine experte pour l'ignorer. Bon, on va décortiquer un peu tout ça aujourd'hui. On plonge directement dans nos sources. On est à la fin du mois d'avril 2026. Puis là, on regarde la Belgique, le cœur battant de l'Union européenne. C'est quand même le pays qui héberge les plus grandes institutions, mettons la Commission européenne, tout ça. Ouais, le centre névralgique, carrément. Exact. Mais il y a cette image complètement surréaliste qui ressort de notre pile de documents aujourd'hui. On parle d'huissiers de justice qui rentrent physiquement dans les ministères du gouvernement belge pour saisir des meubles. Ah, c'est fou, oui, j'ai vu ça. Des chaises, des bureaux qui sont emportés pour payer des amendes. Puis la raison derrière ça, c'est que l'État refuse purement et simplement d'appliquer ses propres lois puis d'exécuter les décisions de ses propres tribunaux. C'est capoté quand on y pense. C'est une image qui frappe fort, ouais. Puis ça illustre tellement bien la crise qui est documentée dans tous ces rapports d'ONG puis ces analyses constitutionnelles qu'on a devant nous. Tu sais, l'objectif de notre exploration aujourd'hui, c'est vraiment de comprendre ce paradoxe-là. On n'est pas face à un coup d'État classique avec des chars d'assaut dans les rues de Bruxelles, là. Pas pantoute. Ce que les rapports décrivent, c'est un effondrement de l'intérieur. C'est un glissement super lent, mais très méthodique vers ce qu'on appelle une démocratie illibérale. Ouais. Puis on va aborder tout ça à travers deux concepts clés. C'est la figure du citoyen pigeon, puis cet état de droit qui vacille. Mais juste avant de commencer, je rappelle vite fait à notre auditoire qu'on reste strictement neutre ici. Absolument. On rapporte juste les faits documentés par les experts puis les tribunaux, peu importe de quel bord politique ça penche. Bon. Le plus fou, je trouve, c'est le contraste entre la théorie sur papier puis ce qui se passe pour de vrai. Oh, le fossé est immense! C'est ça. Si on prend la Constitution belge de 1831, l'article 42 est super clair. Ça dit que les parlementaires ont un mandat libre. Dans le fond, ils représentent la nation, ils votent selon leur conscience sans recevoir d'ordre de personne. C'est le principe de base, oui. Mais là, les statistiques des dernières années, c'est juste impossible. On parle d'un taux de cohésion de 99,73 % au Parlement. C'est mathématiquement impossible que des centaines d'élus soient d'accord selon leur propre conscience 99 % du temps. Non, c'est clair que c'est de la fiction à ce stade-ci. Les politologues parlent de la Belgique comme de l'archétype mondial de la particratie. La particratie. Ouais, le pouvoir absolu des partis politiques. Et certains experts qu'on a lus, mettons comme l'économiste Bruno Coleman, ils vont encore plus loin. Ils parlent d'une particratie consulaire. OK, ça veut dire quoi ça, concrètement? Bien, l'idée, c'est que le véritable pouvoir de décision, il a complètement quitté le Parlement. Il s'est déplacé dans les bureaux fermés des quartiers généraux des partis. En 2026, l'État est dirigé par une petite poignée de présidents de partis. Des figures comme Georges-Louis Boucher, Bart de Wever, Paul Magnette ou Maxime Prévost. Ah ouais. Ce sont eux qui négocient, qui décident puis qui imposent tout le reste. Fait que dans le fond, c'est genre une pièce de théâtre. Les acteurs sur la scène, les députés, font semblant de débattre puis d'improviser devant les caméras, mais le metteur en scène, qui est le président du parti, est assis en coulisses puis il leur dicte chaque réplique dans une oreillette. C'est une excellente analogie, oui. Puis si un acteur ose changer un seul mot du script, ben il se fait jeter dehors sur le champ.
C'est un peu ça. C'est exactement ça. Puis le mécanisme pour les jeter dehors, il est redoutable. En Belgique, le système électoral repose sur des listes préparées par les partis. C'est le président qui décide de l'ordre. Ouch! Fait que si un député vote contre la ligne dictée, à la prochaine élection, il est relégué tout en bas de la liste ou carrément exclu. C'est fini. C'est du chantage à l'emploi carrément. Les élus deviennent juste des presse-boutons. Oui, puis ça nous amène au CERN, le comité ministériel restreint. C'est là que la vraie magie opère, si on peut dire. C'est l'organe où toutes les grandes décisions du pays se prennent, à huis clos. Mais le truc, c'est que EUCAM n'a aucune existence légale ou constitutionnelle. Il n'y a pas de procès-verbaux publics. Ce sont des ministres qui reçoivent littéralement des SMS de leur président de parti pendant les réunions pour savoir s'ils peuvent dire oui ou non. Sérieux? Des textos pendant une négociation d'État. C'est absurde. Mais comment un système de même a pu s'installer? Tu sais, on a mis une constitution entière aux poubelles pour laisser un comité informel gérer le pays. Pourquoi on a toléré ça? Ben, pour comprendre ça, il faut reculer un peu. L'analyse mentionne le concept de démocratie consociative, d'un certain Arène Lipfart. Tu sais, la Belgique a toujours été super divisée. Ouais, francophone puis néerlandophone. Exact. Mais pas juste la langue. Sur le plan philosophique puis religieux aussi. Historiquement, le pays s'est structuré en piliers. Les gens naissaient, allaient à l'école, rejoignaient un syndicat puis votaient. Tout ça à l'intérieur de leurs propres piliers. Catholique, libéral, socialiste. Fait que des sociétés parallèles complètement étanches. Totalement. Alors, pour éviter que le pays n'éclate, ou pire, qu'il y ait une guerre civile, fallait que les chefs de ces piliers-là puissent s'enfermer dans une pièce pour négocier des compromis. Des compromis difficiles, j'imagine. Très difficile. Puis pour que l'accord tienne, le chef devait pouvoir garantir que ses députés allaient le voter sans poser de questions. Fait qu'à la base, cette particratie s'était vue comme une technologie de survie pour le pays. OK, je comprends. C'était le prix à payer pour la paix sociale. Voilà. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, cette mécanique-là a fini par s'accaparer l'État en entier. Ça a étouffé la démocratie. C'est vraiment un revirement fascinant. Puis là, si ces présidents de parti ont tout verrouillé, on en vient à se demander, il est où le citoyen de base là-dedans? C'est ici que ça devient vraiment intéressant. Dans les documents, surtout ceux du projet citoyen WIFIeux, il y a un terme qui revient tout le temps pour décrire les contribuables en 2026. Ah oui, le fameux citoyen pigeon. Le citoyen pigeon. C'est lui qui finance la patente, souvent avec des impôts qui sont parmi les plus hauts de l'OCDE, mais qui n'a aucun pouvoir. Un rapport de février 2026 qu'on a ici, le rapport du CCPLC qui s'appelle Les Deux Belgiques, montre comment ce privilège-là a été légalement normalisé. Oui, il y a une asymétrie qui est juste monumentale. Et ça joue sur deux tableaux, le financier puis le punitif. Côté financier, les chiffres sont ahurissants. Le salaire brut moyen d'un travailleur belge, c'est autour de 400 à 4 000 euros. De l'autre côté, la classe politique s'est votée des conditions de feu. Les rapports parlent de parlementaires qui dépassent le plafond légal de leur propre pension. C'est dur à justifier. Vraiment. Puis l'argent des partis politiques, on parle de dotations publiques qui atteignent plus de 188 millions d'euros par année. C'est de l'argent public. Ils ont beau dire qu'un nouveau gouvernement a gelé l'indexation de ce montant-là jusqu'en 2029, le magot est déjà énorme. Comment un simple citoyen peut concurrencer ça aux élections? C'est impossible. C'est un marché électoral complètement verrouillé. Puis pendant qu'il se protège financièrement, l'asymétrie devient super punitive pour les citoyens ordinaires. C'est là qu'entrent en jeu les fameux sacs. Ouais, les sanctions administratives communales. Peux-tu nous expliquer un peu comment ça marche pour ceux qui connaissent pas trop ce système-là? À la base, l'idée, c'était de désengorger les tribunaux. C'était supposé permettre aux municipalités de punir les petites incivilités, comme jeter un déchet par terre. Mais en pratique, c'est devenu un outil de contrôle tentaculaire. Ce sont des fonctionnaires de la ville, pas des juges, qui peuvent donner des amendes vraiment salées pour des comportements super vagues des fois. Ça contourne complètement la justice traditionnelle. Wow. Puis en parallèle, les sources comme le projet WIFIeux pointent une traque super agressive envers les chômeurs. Ils analysent même une émission de télévision controversée sur RTL qui parle de fraude sociale. Selon eux, c'est utilisé pour fabriquer le consentement du public envers des politiques toujours plus sévères. Fait que dans le fond, c'est comme un club VIP de fous. Le citoyen, c'est le membre régulier qui paye la carte de membre la plus chère en ville. Mais il n'a pas le droit d'entrer sur la piste de danse. Puis en plus, le gérant du club le fouille à chaque fois qu'il va aux toilettes, juste pour être sûr qu'il ne vole pas le papier de toilette. C'est une très bonne image.
Puis de l'autre côté, les proprios du club s'agiment du champagne avec l'argent de la caisse, puis personne ne dit rien. Pas surprenant que la grogne monte. Exactement. Et ça devient encore plus critique quand l'État commence à carrément ignorer ses propres lois. C'est le cœur de l'effondrement de l'État de droit qu'on observe en 2026. On parle plus juste d'inégalité, on parle d'un État voyou, un rogue state, comme le disent maintenant des hauts magistrats. Un État voyou, ce qui nous ramène directement à l'introduction avec nos huissiers qui saisissent des meubles. Voilà. L'exemple le plus flagrant de ça, c'est la crise de l'asile. Les documents parlent de FEDASIL, l'agence qui s'occupe de l'accueil des demandeurs d'asile. Selon la loi, l'État doit loger ces gens-là pendant qu'on étudie leur dossier. Ce qui est la loi internationale de base, tu sais. Oui, sauf que le gouvernement le fait pas. Les gens dorment dans la rue, même l'hiver. Fait que des avocats et des ONG vont en cours pour forcer l'État à respecter sa propre loi. Les juges leur donnent raison et condamnent l'État à payer des amendes de retard, des astreintes. Puis là, l'État fait juste rien. Rien du tout. Il y a plus de 17 000 condamnations qui n'ont jamais été exécutées. On parle de 6 millions d'euros d'astreintes ignorées. L'État refuse délibérément d'obéir à la justice. C'est pour ça que des magistrats comme Jean Decautre sont de l'alarme et que les huissiers débarquent dans les cabinets des ministres. C'est la honte internationale quand même. J'ai lu dans les notes qu'en avril 2026, la Cour européenne des droits de l'homme a ramassé la Belgique, les arrêts Camara puis MVV. Exact. Ils ont été condamnés pour traitement inhumain et dégradant, l'article 3, puis pour violation du droit à un procès équitable, l'article 6. Parce que si tu gagnes en cours mais que le gouvernement s'en fout, ton procès ne servait à rien. La Cour européenne parle carrément d'une défaillance systémique. Puis la stratégie du gouvernement pour neutraliser la justice est tellement sournoise. Contrairement à certains pays d'Europe de l'Est qui essaient de changer la Constitution pour contrôler les juges, en Belgique, on fait de la censure par attrition budgétaire. Ah! De l'attrition budgétaire. On les étouffe financièrement, dans le fond. Précisément. On coupe les vivres, la justice est sous-financée, ça crée des retards de plusieurs années. Puis c'est pareil pour les organes d'égalité. UNIA, qui lutte contre les discriminations, a vu son budget coupé de 25 %. Un quart de leur budget, pouf, disparu. Ouais. Moins de personnel pour traiter les plaintes des citoyens, tout simplement. Puis le milieu associatif n'est pas épargné non plus. Il y a la fameuse loi Quintin qui permet à l'État de couper les subventions d'une ONG s'il juge que ses actions sont trop politiques. Pro-politique, ben voyons, c'est super arbitraire. Si tu critiques le gouvernement, paf, tu fermes tes profs. Mais, tu sais, ça m'amène à une grosse question. Si l'État lui-même refuse d'obéir à la loi puis aux juges, qu'est-ce qui empêche le citoyen pigeon d'arrêter de payer ses impôts? C'est la question fondamentale. Sortir du terrain. Il reste là, il garde le sifflet. Personne ne va respecter la game après ça. Non, ça brise le contrat social. Puis les statistiques de l'UEBS le montrent bien. La confiance de la population envers les institutions politiques représentatives s'est effondrée. On parle de taux entre 22 et 39 %. C'est dramatique. À 22 % t'as quasiment plus de légitimité. Puis on s'attendrait à ce qu'ils essaient de réparer ça, mais avec le nouveau gouvernement fédéral, le gouvernement Arizona qui est là depuis février 2025, dirigé par Bart DeWaver, c'est pas ça du tout. Non, au contraire. Les rapports qualifient leur programme de néolibéralisme autoritaire. Ça a pris 237 jours pour former ce gouvernement-là, puis leur but, c'est de couper 23,3 milliards d'euros d'ici 2029. Ouf, c'est massif. Ouais. Puis, un petit détail qui en dit long, le cairn de ce gouvernement-là, l'organe suprême dont on parlait tantôt, est composé à 100 % d'hommes. 0 femme vice-première ministre. C'est l'image parfaite d'un pouvoir hyper centralisé, déconnecté, fermé sur lui-même. Et pendant que le fédéral fait de l'autoritarisme, le niveau local est bloqué bien raide. Je revenais pas en lisant ça. La région de Bruxelles-Capitale vient tout juste, en février 2026, de sortir d'une paralysie de 613 jours. Un record mondial, oui. 613 jours sans gouvernement. Il a fallu 7 partis pour réussir à faire une coalition. Le système s'écroule sous son propre poids. Mais la beauté de la chose, c'est que les citoyens ne restent pas les bras croisés. Il y a une vraie riposte citoyenne, selon nos sources. Exactement. Et ça s'organise sur 2 fronts. D'abord, la technologie. On voit des collectifs d'intelligence civile comme le projet WEFU ou le groupe Ravaille. Vu que l'État est opaque, eux, ils utilisent des algorithmes pour hacker la transparence. Intéressant. Ils aspirent les données publiques pour mettre en lumière les conflits d'intérêts puis les dépenses ridicules de l'administration. Ils font la job d'audit que l'État veut plus faire, au fond. Puis l'autre front?
L'autre France, c'est l'innovation délibérative, le tirage au sort de citoyens. En Belgique germanophone, ils ont le Ost-Belgian Model. Des citoyens ordinaires sont tirés au sort, y étudient des dossiers complexes, puis le Parlement a l'obligation de débattre de leurs idées. À Bruxelles aussi, on commence à avoir des commissions mixtes avec des citoyens puis des élus. Mais la particratie riposte, tu sais, il y a ce truc en Flandre, en octobre 2024. L'abolition du vote obligatoire pour les élections locales. Ah, ça, c'est majeur. Ils ont vendu ça comme une grande victoire de la liberté. Genre, vous êtes libre de ne pas voter. Mais dans les faits, l'abstention a explosé chez les classes populaires. C'est un coup de génie complètement cynique. Oui, tout à fait. C'est comme un resto qui est tanné d'avoir des plaintes sur la bouffe. Fait que le boss prend la boîte à suggestions puis la jette au vidange. Pof! Plus de plaintes, tout va bien. En abolissant le vote obligatoire, ils ont juste fait taire la colère du citoyen pigeon. Puis les études de Lucie Louvain le prouvent. L'abstentionnisme calque parfaitement les inégalités socio-économiques. C'est les plus précaires, ceux qui mangent les amendes sac puis les coupeurs de services qui disparaissent des radars. La politique devient juste un club pour les mieux nantis. Fait qu'on se retrouve avec ce gros paradoxe. La particratie, inventée pour sauver le pays, a fini par capturer l'État, s'immuniser contre la justice puis écraser le citoyen. C'est un effondrement institutionnel silencieux. Ce qui m'amène à une réflexion finale un peu provocatrice pour les gens qui nous écoutent. Quand on regarde les groupes comme Ravon, puis leur sécession algorithmique, on voit qu'ils traitent les données publiques mieux que l'administration elle-même. Fait que, et si l'avenir est la Belgique, ça passait pas par des nouvelles élections ou par une énième réforme compliquée? Et si la solution, c'était le remplacement pur et simple de cette élite opaque par des systèmes d'intelligence artificielle open source? Remplacer les politiciens par du code, c'est audacieux. Ouais, mais tu sais, un algorithme open source, ça prend pas de pot de vin, ça prend besoin de budget de parti, puis tout le monde peut vérifier son code. Si le citoyen fait plus confiance à une machine transparente qu'à 5 gars dans une pièce secrète à Bruxelles, la technologie pourrait bien finir par les court-circuiter définitivement. Ça nous pousse vraiment à repenser ce qui est un état de droit aujourd'hui. Complètement. Bon, un gros merci de nous avoir accompagnés dans cette exploration de la cuisse belge de 2026. Gardez l'œil ouvert, on se retrouve très bientôt pour plonger dans de nouvelles sources. À la prochaine! Bienvenue à The Debate. Aujourd'hui, on va parler d'un pays qui détient un record mondial assez ahurissant, disons-le. Celui d'avoir survécu pendant 613 jours sans gouvernement officiel. Ouais, c'est presque 2 années complètes, là. Exactement, presque 2 ans. Et pourtant, mais pendant tout ce temps-là, les trains continuent de rouler, les impôts sont prélevés avec une efficacité redoutable et la société s'effondre pas pantoute. Aujourd'hui, on ne va pas juste faire un petit survol diplomatique de la Belgique. On va vraiment plonger. On va faire une analyse croisée et sans complaisance de ses rouages profonds. Oui, parce que derrière cette espèce de résilience administrative apparente, il y a une mécanique constitutionnelle extrêmement complexe. On a souvent l'impression de l'extérieur que la Belgique fonctionne presque par magie, tu sais. Ou par inertie. C'est ça, par inertie. Mais quand on ouvre le capot, mettons, c'est une toute autre histoire. Et c'est exactement cette mécanique-là qui amène la question centrale de notre échange d'aujourd'hui, une question qui émerge directement de la sociologie locale. Le citoyen belge est-il devenu un pigeon? Et quand on utilise cette expression-là, le pigeon, c'est pas juste une plainte de corridor ou de la gérance d'estrade, là. Non, ça cristallise un malaise structurel très profond. Fait qu'on observe une asymétrie brutale. D'un côté, on a une population soumise à une des pressions fiscales les plus lourdes de l'OCDE, puis de l'autre, une élite politique, ce qu'on appelle la particratie, qui opère en vase clos avec ses propres privilèges. Et je pense qu'il est crucial de préciser d'emblée à ceux qui nous écoutent que ce constat-là, il sort pas de nulle part. Notre analyse s'appuie sur une série d'audits puis de rapports institutionnels très lourds, publiés en 2024 et 2026. Des données solides, oui. Absolument. On parle des rapports du Gréco sur la corruption au sein du Conseil de l'Europe, des enquêtes du baromètre social de l'EWEPS, puis des rapports d'ONG internationales comme Liberties. Fait que c'est pas une question d'opinion, c'est un diagnostic basé sur des chiffres.
Et pour ma part, je suis convaincue et je soutiendrai au cours de cette discussion que ces données juridiques et institutionnelles-là démontrent une véritable dépossession structurelle du pouvoir citoyen. La mécanique d'État est faite pour que le citoyen soit relégué au rôle de contributeur financier captif. Un pigeon, donc. Voilà, ça valide l'idée qu'il est exploité par un système particratique délibérément opaque. J'aborde la question d'une manière différente, moi. Je défendrais l'idée que réduire le citoyen belge à un simple pigeon, c'est pas juste réducteur, c'est foncièrement inexact. Ah oui, hein? Ouais. Cette vision-là efface complètement la nécessité historique des compromis institutionnels belges, puis surtout, elle ignore la résilience d'un citoyen qui attaque son propre État en justice, qui innove politiquement. On est très loin d'une victime passive, là. OK. Allons au fond des choses. Commençons par ce que les rapports récents appellent la normalisation légale du privilège. Parce que sur papier, la Constitution belge ressemble à n'importe quelle charte de démocratie libérale, tu sais. L'article 42, c'est la clé de voûte de cette souveraineté-là. Ça dit clairement que le député détient un mandat libre puis qu'il représente la nation entière. Or, dans la réalité pratique, cette garantie-là est une fiction juridique absolue. C'est une fiction, oui, je vous l'accorde d'emblée, mais c'est une fiction qui maintient l'édifice debout, tu sais. Attends, je veux qu'on s'arrête sur le comment de cette fiction-là, parce que c'est là que le citoyen se fait plumer, mettons. Comment on peut parler de mandat libre quand la discipline de vote imposée par les partis au Parlement frôle les 99,7 %? C'est purement mécanique. Ouais, c'est un chiffre qui frappe, c'est sûr. Le citoyen vote pour un représentant pensant que cet individu-là va défendre ses intérêts. Mais dans les faits, l'élu a zéro autonomie face à son président de parti. Il y a un économiste belge, Bruno Coleman, qui a même utilisé le terme de junte des présidents de parti. Le terme est provocateur, mais c'est vrai qu'il décrit une réalité très stricte sur le plan de la discipline interne. Mais c'est plus qu'une discipline, voyons, c'est un verrouillage. Expliquons la mécanique. Si un député ose voter selon sa conscience et que ça va à l'encontre de la consigne envoyée par SMS par son président de parti, il signe son arrêt de mort politique. Aux prochaines élections, on va le reléguer à une place inéligible sur la liste. Le contribuable paye un prix faramineux pour financer un théâtre parlementaire où le résultat est déjà dicté dans des bureaux fermés. Financer une coquille vide de même, c'est l'essence même du sentiment d'être un pigeon. Je vois exactement la mécanique que vous décrivez, puis elle est implacable. Cependant, faut comprendre de pourquoi de cette architecture-là, ce contrôle absolu des présidents de parti, c'est pas né d'un complot pour escroquer le monde. Non. Non, ça s'inscrit dans un modèle très spécifique que les politologues appellent le consociationnalisme. C'est théorisé par Arend Lichfart, puis c'est fondamental pour comprendre la Belgique. D'accord, mais comment ce consociationnalisme-là justifie la perte de pouvoir du citoyen concrètement? Parce qu'historiquement, la Belgique est une société pilarisée. Imaginez une société organisée en silos complètement étanches. Pendant longtemps, tu naissais dans le pilier catholique, tu allais dans une école catholique, tu travaillais avec un syndicat catholique, puis tu lisais le journal catholique. La totale, quoi. C'est ça. Ou tu faisais la même chose dans le pilier socialiste ou libéral. Les citoyens de ces différents piliers-là, qui parlaient en plus des langues différentes, se mélangeaient jamais à la base. Ils se rencontraient juste au sommet, via leurs élites politiques. Donc, si je comprends bien votre point, la paix sociale dépendait du fait que le peuple ne participe pas directement au débat. Exactement. Dans une société aussi fracturée linguistiquement et philosophiquement, si tu portes les débats existentiels sur la place publique, la base militante va exiger une pureté idéologique. Tout compromis va être perçu comme une trahison. Fait que si tu forces pas les chefs de file à s'enfermer à huis clos pour négocier des accords ultra complexes puis impopulaires, le pays éclate. C'est la guerre civile, littéralement. Donc, cette discipline de vote de 99,7 %, c'est pas pour emmenaquer le citoyen, c'est le prix de la survie de l'État. Je comprends la logique historique. Éviter l'implosion du pays, c'est un argument de taille, c'est sûr. Mais à quel moment ce fameux maintien de la paix devient juste un paravent commode pour accaparer le pouvoir? Comment ça? Cette habitude de gouverner à huis clos, ça a métastasé partout dans les institutions. Prenons le cas du Cairn, le comité ministériel restreint. Ah oui, le véritable centre névralgique de la prise de décision au fédéral. C'est le moins qu'on puisse dire. Le problème, c'est que ce fameux Cairn n'a absolument aucune existence dans la Constitution belge. C'est une entité fantôme, légalement parlant. Pourtant, c'est là, puis seulement là, que les vice-premiers ministres décident de l'agenda entier du pays, dans l'opacité totale. Ouais.
L'article 32 garantit théoriquement la transparence, mais face au Cairn, les journalistes et les citoyens frappent un mur. C'est devenu tellement systémique que le Gréco a dû intervenir. Le groupe d'État contre la corruption, oui. Ils ont été très critiques récemment. Critique mondique. Ils ont carrément activé la règle 32 contre la Belgique. Et la règle 32, pour ceux qui nous écoutent, c'est pas une simple tape sur les doigts, là. C'est une tutelle diplomatique réservée aux États dont la conformité anticorruption est jugée globalement insuffisante. C'est un blâme sévère, oui. La Belgique s'est faite épingler pour son refus de réguler le lobbying, pour l'opacité des recrutements dans les cabinets, puis pour le secret autour du patrimoine des élites. Alors, quand un système se cache derrière des portes closes pour protéger ses propres nominations, est-ce qu'on est encore dans la pacification ou on est dans la prédation de l'État? Je suis désolé, mais je n'achète tout simplement pas cette conclusion-là. Laissez-moi vous dire pourquoi. L'évaluation du Gréco, c'est une tâche sombre, je le nie pas. L'opacité des cabinets, c'est indéfendable aujourd'hui. Mais si on revient à l'idée du pigeon, l'oiseau naïf qui se fait plumer sans rien voir, les données disent le contraire. Le citoyen est extrêmement lucide. Lucide, peut-être, mais complètement impuissant, non. Non, lucide est capable de faire la part des choses. Regardez les chiffres du baromètre social de la Wallonie en 2023. Les Belges rejettent massivement les partis politiques. La confiance est à 22 %. Ils voient très bien les dérives de la particratie. Fait qu'ils subissent. Mais non, paradoxalement, ils plébiscitent l'État social, qu'ils financent. Ils ont confiance à 87 % dans les soins de santé, à 83 % dans la sécurité sociale. Le citoyen méprise la machinerie politique, mais il soutient activement la redistribution. C'est pas une victime passive, c'est un acteur résilient qui protège l'essentiel. C'est une distinction intéressante. Les citoyens sauvent les meubles de l'État-providence, OK. Mais si ce système-là est censé protéger cet État social, expliquez-moi ce paradoxe. Comment justifier que cet État se comporte littéralement comme un voyou face à ses propres lois? Ouf, l'expression « État voyou », c'est extrêmement fort, là, même dans le milieu académique. C'est pas de moi. Elle a été utilisée par des magistrats de haut rang en Belgique. Puis c'est là que l'image du pigeon devient frappante. Pensez-y. Si un citoyen de la classe moyenne oublie de payer ses impôts, la machine étatique va l'écraser. Huissier, saisie de compte, aucune échappatoire. C'est l'application stricte de la loi, oui. Mais quand on regarde l'État lui-même, prenons la crise de l'accueil des demandeurs d'asile, gérée par FEDASIL en 2024 et 2025. Une période très sombre sur le plan humanitaire, je vous l'accorde. Un vrai naufrage légal surtout. L'État a accumulé plus de 10 000 condamnations judiciaires. Les tribunaux ont ordonné au gouvernement de fournir un hébergement à des familles à la rue. Puis qu'est-ce qu'a fait le gouvernement belge? Il a consciemment ignoré les juges. Il a préféré payer les astreintes. Exactement. Il a budgétisé sa propre illégalité. Il a pris l'argent des contribuables pour payer des pénalités journalières et s'acheter le droit de violer la loi. C'est la destruction absolue du contrat social. Comment tu peux demander aux citoyens d'avoir confiance quand le gouvernement traite les décisions de justice comme des recommandations payantes? C'est un argument convaincant. Cette gestion de crise a laissé des cicatrices profondes sur l'État de droit. Mais avez-vous considéré le fait que ces 10 000 condamnations existent en premier lieu? Mais oui, mais... Attendez, ça prouve de façon éclatante que le pouvoir judiciaire est farouchement indépendant. L'exécutif n'a pas réussi à domestiquer les juges. Des juges qui parlent dans le vide, puisque l'État s'en fout. Mais qui active ces juges-là? Qui pousse la porte des tribunaux pour forcer l'État à rendre des comptes? C'est le citoyen. La société civile, les ONG, les avocats. Un pigeon baisse la tête puis subit en silence. Le citoyen belge, lui, utilise l'arme juridique avec une redoutable efficacité. Pensez à l'arrêt Camara en 2026. Des justiciables ont traîné leur propre État devant la Cour européenne des droits de l'homme. Et ils ont gagné. La Cour a condamné la Belgique pour défaillance systémique. Ça, c'est judiciariser la politique pour contraindre l'État. C'est le contraire de la soumission. OK, je comprends votre point et cette résilience citoyenne force le respect, là-dessus on s'entend. Mais je suis pas convaincue que ça sauve le modèle. Si tu dois aller jusqu'en Cour européenne juste pour faire respecter une décision de base d'un tribunal local, c'est le symptôme d'un système en phase terminale. Je n'irai pas jusqu'à dire phase terminale. Mais face à ce blocage-là, quelles sont les vraies voies démocratiques qui restent aux citoyens? Pas grand-chose. Surtout quand on regarde les réformes électorales récentes. Vous parlez des changements pour les scrutins locaux de 2024 en Flandre. Précisément. C'est l'exemple parfait de la dépossession maquillée en modernisation. Historiquement, le vote était obligatoire en Belgique.
En 2024, la Flandre supprime ça pour le local. On dit « libérons le citoyen ». Mais on sait comment ça marche. C'est ce que la science politique appelle le modèle des ressources. Oui, le modèle qui lie la participation politique au capital social et financier. C'est ça. Quand le vote devient optionnel, ça devient un luxe qui demande du temps et de l'énergie. Une mère monoparentale avec 2 emplois précaires n'a pas le temps de décortiquer les programmes le dimanche matin. Sans l'obligation, elle reste chez elle. C'est vrai que la participation a chuté dans ces quartiers-là. Conséquences directes, tu sais. Les politiciens ont soudainement plus besoin de s'adresser aux classes populaires pour gagner. On les a extraites de l'équation du pouvoir, on élitise la démocratie. Puis pendant ce temps-là, le gouvernement impose des plans d'austérité sans concertation. Le système se verrouille de l'intérieur, tu sais. La fin de l'obligation de vote en Flandre a eu des effets pervers majeurs, je peux pas le nier. Mais vous brossez un portrait hyper fataliste. La Belgique est malade de sa particratie, oui, mais c'est aussi un des laboratoires mondiaux les plus dynamiques pour tenter de la guérir. Je suis pas convaincue par ce raisonnement, car... Laissez-moi vous donner un exemple. Connaissez-vous le modèle d'Ostbelgienne dans la communauté germanophone? Les fameuses assemblées citoyennes tirées au sort, j'imagine. C'est pas anecdotique, ils ont pas juste fait un petit panel d'un week-end pour les relations publiques. Ils ont institutionnalisé le tirage au sort de façon permanente. Un conseil citoyen dicte l'agenda politique. Et regardez le Parlement bruxellois avec ses commissions délibératives mixtes. Où des citoyens siègent avec des députés, c'est ça? Absolument. Des citoyens ordinaires tirés au sort qui siègent physiquement au Parlement à côté des élus pour formuler des recommandations ensemble. C'est une mutation énorme. On passe du citoyen électeur contraint au citoyen délibérateur. C'est un point intéressant, c'est sûr, bien que je le formulerais autrement. Ces panels-là, on sait comment l'État les gère. En sciences politiques, on appelle ça des institutions sans dents. Sans dents, elles n'ont aucun pouvoir décisionnel contraignant. À la fin de la journée, qui vote le budget? Qui écrit la loi? Ce sont les élus, toujours tenus en laisse par leur président de parti. Mais les élus doivent se justifier publiquement s'ils rejettent les idées citoyennes. C'est une reddition de comptes. C'est de la cosmétique. Tant que l'article 42 sera utilisé pour bloquer tout référendum d'initiative citoyenne contraignant, parce qu'on a une part viscérale que les francophones et néerlandophones votent différemment, ces commissions vont rester des bacs à sable. Aussitôt qu'une idée citoyenne menace l'austérité de la particratie, elle passe à la trappe. Il y a une résistance de l'appareil d'État, c'est évident. Mais le simple fait que l'État soit forcé d'expérimenter à ce niveau-là montre qu'on n'est pas face à une capitulation citoyenne. Notre temps file. Essayons de faire le point. Si je rassemble toutes les pièces qu'on a analysées, la confiscation du pouvoir par le cairn illégal, l'opacité épinglée par le Gréco, la suppression du vote pour les démunis en Flandre, puis l'État qui ignore ses condamnations en justice. Ma conclusion est inébranlable. Sous le couvert de la survie du pays, le système belge a structurellement enfermé le citoyen dans un rôle de contributeur financier. L'illusion participative est sophistiquée, oui, mais au final, le citoyen demeure le pigeon de l'histoire. La désillusion est colossale, ça c'est clair. La particratie s'est déconnectée. Mais je maintiens que la métaphore du pigeon est une erreur d'analyse. Elle occulte la résilience sociologique belge. On a un citoyen qui contourne les partis pour préserver un État social hyper protecteur, qui traîne son exécutif devant la justice internationale et qui force son pays à innover avec le tirage au sort. Donc pas un pigeon pour vous. Pas en tout. Ce n'est pas l'attitude d'un oiseau qui se laisse plumer, c'est celle d'un acteur politique tenace qui invente des chemins de traverse quand la voie principale est bloquée. Fait que la ligne de fracture est très claire. La Belgique navigue sur une crête vertigineuse. C'est une friction féroce entre une élitocratie lourdement verrouillée par ses privilèges, puis une société civile de plus en plus éduquée et exigeante. Et c'est précisément le résultat de ce bras de fer-là qui va finir par redéfinir l'avenir de la Belgique et peut-être même de la démocratie représentative en Europe. C'est très juste. Il reste encore énormément de mécanismes et de zones d'ombre à explorer dans cette radiographie-là, et la véritable réponse dépendra de la ténacité des citoyens. Merci de nous avoir accompagnés aujourd'hui pour cette plongée au cœur des institutions. C'était De Débat.
Mettons, juste pour un instant, qu'on est obligé par la loi de s'abonner à un service de télécommunication. Ouais, le genre de contrat qui a l'air super clair au début. Exactement. Mais très vite, les conditions changent sans arrêt. On se retrouve à payer le gros prix pour un bouquet de chaînes qu'on regarde absolument jamais. Puis le bout du bout, on découvre que le service à la clientèle est géré directement par les actionnaires de l'entreprise. Fait que toute plainte va directement dans le déchiqueteur. Tellement. N'importe qui dans cette situation-là se sentirait inévitablement floué. On se sentirait, pour utiliser les vrais mots, comme un véritable pigeon ou une vache à lait. Et c'est intéressant que tu amènes cette métaphore-là, parce que l'idée du citoyen qu'on traite comme une vache à lait, ça dépasse largement la simple plainte de taverne ou le populisme de bas étage. Ah ouais, c'est plus profond que ça. Beaucoup plus. Quand on regarde la sociologie électorale contemporaine, ce sentiment de fraude civique-là, c'est devenu une réalité empiriquement mesurable. C'est un concept d'analyse à part entière. Les électeurs ne sont pas juste frustrés parce qu'ils paient des impôts, ils sont frustrés parce qu'ils comprennent très bien la mécanique du système qui les encercle. Et c'est exactement là-dessus qu'on va se concentrer pour notre exploration d'aujourd'hui. On a devant nous une pile fascinante de recherches politiques et sociologiques qui tentent d'expliquer très précisément pourquoi et comment nos systèmes démocratiques actuels génèrent ce sentiment d'impuissance-là. C'est ça. Et pour vraiment comprendre la mécanique sous le capot, ces chercheurs utilisent un laboratoire d'analyse mondiale absolument parfait. La Belgique. Exact. La Belgique, c'est un peu le test ultime des crises institutionnelles. Le choix de ce pays-là dans nos sources est crucial parce que ça permet de voir l'ingénierie politique poussée à l'extrême. Et il faut préciser d'emblée pour quiconque nous écoute que l'analyse qu'on en tire aujourd'hui se base sur un éventail politique très large. Ça va des mouvements de la gauche radicale jusqu'à la droite nationaliste. Tout à fait. L'idée n'est absolument pas de juger ou de cautionner ces idéologies-là, mais vraiment de regarder froidement le moteur, de démonter les pièces pour voir comment la structure même du système pousse les lecteurs à bout. Bon, commençons par la base. Si on veut comprendre pourquoi les gens ont l'impression de ne plus avoir le volant entre les mains, il faut regarder comment l'État est construit. Parce que si l'architecture de la maison est un labyrinthe, c'est normal de s'y perdre, tu sais. C'est clair. Et dans les sources, on voit que la Belgique est passée d'un État unitaire à un État fédéral à travers pas moins de 6 réformes majeures de l'État. 6! Qu'est-ce qui pousse un pays à redessiner ses propres frontières internes 6 fois de suite? La survie, tout simplement. Historiquement, le pays faisait face à des tensions linguistiques et culturelles énormes. D'un côté, on a le nord, néerlandophone, la Flandre, et de l'autre, le sud, francophone, la Wallonie. Fait que pour éviter que le pays éclate complètement, les politiciens ont entamé ces fameuses réformes pour décentraliser le pouvoir. C'est ça. Et le résultat de cette pacification-là, c'est une architecture étatique d'une asymétrie vertigineuse. On a procédé à une scission linguistique totale du paysage politique. Au niveau pratique, ça veut dire qu'il n'y a plus aucun parti politique national. Attends, plus aucun. 0. Les partis sont soit francophones, soit néerlandophones. Ce qui crée une faille démocratique assez incroyable, en fait. En lisant le dossier, je suis restée bloquée là-dessus. Ça veut dire qu'un électeur francophone, mettons à Liège ou à Namur, peut pas voter pour ou contre un politicien néerlandophone. Exactement. Et ça, même si ce politicien-là devient le premier ministre de tout le pays. C'est fou, hein? Le chef du gouvernement fédéral impose des lois à tout le monde, mais la moitié du pays n'a aucun moyen de le sanctionner ou de le récompenser aux urnes. Le lien de responsabilité directe est complètement brisé. Si un dirigeant a des comptes à rendre juste à son propre groupe linguistique pour être élu, ses incitatifs politiques changent du tout au tout. Il n'y a pas besoin de plaire à l'autre moitié du pays. Et à cette scission-là s'ajoute une autre couche de ressentiment qui est très documentée dans nos sources, les transferts financiers. Ouais, le nerf de la guerre. L'architecture économique fait en sorte qu'environ 6,29 milliards d'euros passent annuellement de la Flandre vers la Wallonie et la région de Bruxelles pour combler des écarts de prospérité. Et c'est là que le terme de vache à lait devient très, très littéral pour toute une partie de la population. J'imagine très bien comment des partis nationalistes flamands utilisent ce chiffre-là dans leur discours. C'est le cas de partis comme la NVA ou le Vlaams Belang. Ils peuvent littéralement dire à leurs électeurs, regardez, vous êtes les banquiers d'un système sur lequel vous n'avez pas le contrôle total. Mais au fond, ces 6 réformes hyper complexes, est-ce que c'était pas un mal nécessaire? Une sorte d'ingénierie sophistiquée pour empêcher une guerre civile ou une scission complète du pays?
Historiquement, l'intention de départ, c'était effectivement de pacifier, mais le prix de cette pacification-là a été la lisibilité démocratique. Quand le citoyen moyen regarde l'État, il se frappe un mur de complexité. Il y a des gouvernements régionaux, communautaires, fédéraux. Voilà. Et chacun a des petits morceaux de compétences. Le résultat final sur le terrain, c'est une dilution totale des responsabilités. S'il y a un problème majeur, chaque niveau de pouvoir peut juste pointer l'autre du doigt. L'intention noble du départ, pèse pas lourd face à la frustration de jamais savoir qui est réellement le boss. Fait que si l'État est devenu un casse-tête où personne n'est responsable, la nature a horreur du vide. Quelqu'un, à quelque part, doit bien tenir les rênes. Et en lisant la suite des recherches, la réponse est frappante. Ce sont les partis politiques eux-mêmes qui ont comblé ce vide-là. Oui, on entre ici dans ce qu'on appelle la particratie. La particratie. Ouais. Dans un système aussi fragmenté, les états-majors des partis et surtout les présidents de ces partis-là deviennent les véritables centres de pouvoir. Ils phagocytent l'espace décisionnel. Fait que les ministres et les députés font juste suivre les ordres. En grande partie, oui. Ils finissent souvent par être juste les exécutants des décisions prises en vase clos au siège du parti. Et pour maintenir cette emprise-là, ça prend de l'argent. Beaucoup d'argent. Les données de nos sources sont édifiantes. Les partis politiques belges s'allouent environ 75 millions d'euros par an d'argent public. 75 millions. Puis ça représente 74 % de leurs ressources totales. Fait qu'ils dépendent même plus des cotisations de leurs membres. C'est l'État, donc les contribuables, qui les maintient en vie. Exact. Et le plus fou là-dedans, c'est que ce sont ces mêmes partis-là qui votent les lois pour réguler leur propre financement. Ils sont littéralement juges et partis. Et le contrôle est quasi inexistant. Nos chercheurs montrent qu'ils utilisent cet argent-là pour acheter de l'immobilier, payer des armées de communicateurs pour les réseaux sociaux, tout ça, sans vraie supervision indépendante. C'est pas étonnant que ça crée une fracture béante dans la confiance du public. J'ai vu les chiffres des enquêtes de l'IEPS et du Cevipof de 2023, puis c'est révélateur. Ah oui, le contraste est frappant. D'un côté, on a à peine 22 à 26 % de la population qui accorde sa confiance aux institutions politiques ou aux partis. C'est un niveau de défiance extrêmement grave. Mais en parallèle, et c'est ça qui est fascinant, dans les mêmes sondages, plus de 80 % des citoyens maintiennent une confiance très forte envers la sécurité sociale, le système de santé publique ou l'éducation. Ce qui détruit un peu le mythe. Totalement. Ça veut dire que le citoyen n'est pas un libertarien anti-État qui veut tout brûler. C'est l'analogie du restaurant qui m'est venue en tête en lisant ça. Ah oui, l'analogie du restaurant, vas-y. C'est comme si j'adorais le repas servi au restaurant. Je suis tout à fait prête à payer l'addition sans broncher pour que la cuisine continue de faire des bons plats pour tout le monde, mais je déteste profondément le maître d'hôtel. Parce qu'il garde tout le pourboire? C'est ça, parce que j'ai découvert qu'il garde tout l'argent pour lui, qu'il s'achète des belles voitures avec, puis il reverse absolument rien aux cuisiniers qui font le vrai travail. C'est un excellent petit mélange. L'électeur fait très bien la différence entre le service public qui l'aide au quotidien et la structure politique qu'il chapeaute. Le rejet viscéral qu'on observe, il vise cet intermédiaire-là. Il est perçu comme un parasite. La population voit une élite partisane qui fonctionne en autarcie, qui vit d'une rente étatique garantie, puis qui a l'air complètement déconnectée des vrais problèmes. Exactement. Et bon, mettons-nous dans la peau de cet électeur-là. S'il réalise que le maître d'hôtel garde l'argent, son premier réflexe, c'est de dire « Parfait, je boycotte ». Je vote pas ou je dépose un bulletin blanc dans l'urne. C'est le moyen le plus clair d'envoyer un message, tu sais. Sauf que le système a verrouillé cette porte de sortie-là aussi, avec le système proportionnel des Hempt. OK, on rentre dans la mécanique lourde. Déjà, il faut préciser que le vote en Belgique est obligatoire, hein? Oui, c'est un des rares pays occidentaux à maintenir cette contrainte-là. Si on ne va pas voter, on risque théoriquement une amende. Malgré ça, la fatigue est tellement grande qu'aux élections 2024, il y a plus d'1 million d'électeurs, soit 12,5 % du corps électoral, qui se sont juste pas présentés. Et si on additionne ces absents-là avec les votes blancs, les votes nuls et ceux qui votent pour des micro-partis qui n'atteignent pas le seuil pour avoir un siège, on dépasse les 20 %. Plus d'un électeur sur 5 refuse purement et simplement le menu. C'est énorme. 1/5 de la population dit non. Fait qu'on pourrait penser que ces votes blancs-là réduisent le pouvoir des grands partis. C'est logique. C'est logique, mais pas du tout. Le système d'Hondt, qui est la méthode mathématique utilisée pour répartir les sièges, fait exactement l'inverse. Quand j'ai lu l'explication sur le diviseur dans les sources, j'ai dû m'y repreuve à 2 fois tellement c'est cynique. Comment ça marche concrètement?
Pour rendre le mécanisme de Hunt plus visuel, mettons qu'il y a 100 pointes de pizza sur une table. Ça, c'est les sièges au Parlement. Et il y a 100 personnes dans la pièce qui sont les électeurs. OK, je te suis. Si 20 personnes décident de voter blanc en disant « Ouais, cette pizza-là est mauvaise, j'en veux pas », mais le système ne jette pas 20 pointes de pizza à la poubelle. Il fait quoi alors? Il prend les 100 pointes, il les redistribue uniquement aux 80 personnes qui ont choisi une garniture. Et à cause de la façon dont les divisions se font mathématiquement, ce sont les plus gros groupes restant à la table qui ramassent les plus grosses parts de la pizza abandonnée. Ben voyons donc. Fait que si je suis fâchée contre les grands partis traditionnels, puis que je vote blanc pour protester, le système prend mon vote, le fait disparaître du calcul total, ça abaisse le seuil, puis ça finit mathématiquement par donner plus de poids aux partis que je voulais justement boycotter. C'est exactement ça. Mais c'est de l'appropriation mathématique pure et simple. Et j'ai vu que les conséquences de cette fameuse pizza abandonnée se chiffrent en millions. L'impact est très lourd, ouais. Les calculs présentés dans nos documents montrent que cette mécanique-là octroie environ 30 sièges qu'on pourrait appeler fictifs aux partis gagnants à la Chambre. Ce sont 30 chaises qui seraient vides si on laissait les pâtes de pizza sur la table. Et 30 députés, ça coûte cher. Avec leurs assistants, leurs salaires et les dotations supplémentaires que ça génère pour leur parti, on parle d'au bas mot plus de 3,5 millions d'euros par an d'argent public. Fait que le contribuable finance des sièges générés par son propre refus de choisir. Et c'est là que l'histoire du Parti Blanco entre en jeu. C'est probablement une des initiatives les plus créatives puis absurdes en même temps que j'ai jamais vues en politique. Ah, le Parti Blanco, hein? C'est fascinant. Des citoyens ont compris cette arnaque mathématique-là et ont créé en 2024 un vrai parti légal, mais qui est complètement vide. Ils ont aucun programme, rien sur l'économie, la santé, l'environnement. Rien du tout. Leur promesse est unique. Ils disent, si vous votez pour nous, on va s'asseoir au Parlement dans un silence total. On votera aucune loi, on participera à aucun débat. Ils veulent geler le système jusqu'à ce que la loi électorale soit changée pour reconnaître les sièges vides, après quoi ils s'autodissoudront. Puis ils ont récolté plus de 75 000 voix. C'est l'équivalent de remplir le Centre Bell presque 4 fois avec du monde qui prend de la peine d'aller voter pour dire « S'il vous plaît, asseyez-vous, taisez-vous, puis prenez pas l'argent ». Ça montre un niveau de désespoir civique qui est impressionnant. Vraiment. Mais mettons qu'on a un électeur qui va encore plus loin. Il se dit que le vote blanc marche pas, que boycotter marche pas. Fait qu'il va voter pour les partis les plus radicaux pour vraiment mettre des bâtons dans les roues du système. C'est là qu'on frappe un autre mur de protection institutionnelle, le fameux cordon sanitaire. Le système a une parade contre la radicalité aussi. Effectivement, le cordon sanitaire, c'est à la base un accord formel passé dans les années 80 et 90 entre les partis traditionnels en Flandre pour jamais, au grand jamais, conclure d'accords politiques ou de coalition avec l'extrême droite nationaliste du Vlaams-Belang. Et il y a un équivalent du côté francophone aussi, non? Oui, il existe une version informelle de ce cordon-là qui cible cette fois la gauche radicale d'inspiration marxiste, le Parti du travail de Belgique, le PTB. Les partis modérés estiment que ces formations-là sont incompatibles avec les principes fondamentaux de la démocratie. Sauf que mathématiquement, quand on regarde les résultats des élections 2024 dans les sources, ça crée un goulet d'étranglement incroyable. Si on combine les votes de ces partis-là, on parle de plus de 1,65 million d'électeurs. Ça représente 23 % des suffrages exprimés. C'est presque un quart de la population. Exact. Un quart de la population qui se retrouve condamnée d'office à être dans l'opposition, quoi qu'ils disent. Et, tu sais, je pose la question de façon complètement neutre. D'un côté, on s'entend que protéger les valeurs démocratiques, c'est fondamental. Mais de l'autre, écarter mathématiquement d'office un quart de la population, est-ce que ça donne pas exactement les munitions dont ces partis-là ont besoin pour dire, regardez, le système est truqué, la caste vous méprise? C'est le grand dilemme soulevé par les politologues. Ce cordon sanitaire-là, il produit un effet pervers redoutable. En excluant ces partis de toute possibilité de gouverner, on leur offre le luxe ultime, le confort absolu de l'opposition perpétuelle. Ah, parce qu'ils n'ont jamais approuvé que leurs idées marchent en vrai. C'est ça. Le Vlaams-Belang ou le PTB ont jamais à faire leurs preuves dans la gestion réelle de l'État. Ils n'ont jamais à prendre de décisions impopulaires, jamais besoin d'expliquer comment ils vont équilibrer le budget ou gérer une crise mondiale. Ils peuvent promettre l'impossible, puis le citoyen qui vote pour eux devient de plus en plus convaincu que ses idées sont illégitimement bâillonnées par une oligarchie
indéboulonnable. Et ça nous amène directement aux conséquences de ce cordon-là sur la formation des gouvernements de ceux qui restent. Parce que si tu retiens 23 des sièges de l'équation, les partis traditionnels restants sont obligés de s'allier entre eux pour atteindre la barre du 50 et former un gouvernement. Et ça, c'est ce qui s'est passé avec ce qu'on a appelé la mère de toutes les élections en 2024 et la fameuse coalition Arizona. Pour réussir à avoir une majorité, il a fallu mettre dans la même pièce du monde qui n'ont absolument rien en commun. Hein? La coalition Arizona, c'est l'exemple parfait de cette ingénierie de la survie. Il a fallu des mois de négociations super houleuses pour tenter de marier 5 partis aux idéologies diamétralement opposées. On avait la NVA, la droite nationaliste flamande, le MR, les libéraux francophones, les engagés au centre-droit, Voerait, les socialistes flamands, puis le CDNV, les démocrates chrétiens. Un beau gros cocktail. Un exercice d'équilibriste d'une complexité inouïe, le tout mené par le formateur Bert de Wever. Le seul objectif, c'était de créer une majorité sans toucher au parti sous le cordon sanitaire. Mais tu sais, quand tu mets des socialistes, des libéraux de droite puis des nationalistes dans la même cuisine pour faire une soupe, personne n'aime le goût à la fin. C'est sûr que ça fait des compromis très douloureux. J'ai vu que ça a accouché d'un document, la Supernota. Pour s'entendre, ils ont dû couper la poire en 12, ce qui veut dire que chaque parti a dû trahir ses promesses électorales. L'électeur libéral voit des compromis de gauche, l'électeur socialiste voit des coupes de droite, puis en plus, tout ça se négocie dans le plus grand des secrets. Oui, l'opacité des négociations, c'est un gros problème. Il y a d'ailleurs eu un scandale public allumé par Georges-Louis Bichet du MR sur des histoires de pactes secrets concernant une nouvelle taxe sur les plus-values boursières. Et ces arrangements-là en coulisses sont dévastateurs pour l'image de la politique. La réalité de la Supernota, c'est qu'il y a une pression budgétaire massive imposée par l'Europe. Il faut faire des coupes structurelles. Mais quand c'est opaque, puis qu'un parti accuse les autres d'avoir fait des deals secrets en pleine nuit pour exempter certains secteurs de payer des taxes, tout en annonçant au monde ordinaire qu'il va falloir se serrer la ceinture, l'effet est complètement explosif. Explosif, c'est le mot. Les syndicats, comme la FGTB puis la CSC, ils n'ont pas perdu de temps. Ils sont descendus dans la rue direct. Ils ont regardé la Supernota puis ont vu des attaques directes contre le système de retraite, la fin de certains congés thématiques et ce qu'ils considèrent comme une stigmatisation des travailleurs malades. Et là, la colère prend tout son sens. Ben oui. Si je suis un citoyen ordinaire, on me demande de faire des efforts financiers colossaux pour sauver le budget, mais pendant ce temps-là, qu'est-ce que les partis font avec leurs 75 millions de dotations publiques? C'est ici que la boucle de la défiance se boucle. Face à ces demandes d'efforts-là, les partis politiques, pour montrer l'exemple, se sont contentés de geler l'indexation de leurs propres subventions. Attends, ils n'ont pas coupé dans 75 millions? Non, ils ont juste décidé de ne pas l'augmenter avec l'inflation. Fait que pour le citoyen à qui on demande de sacrifier sa pension ou ses aides sociales, cet effort politique-là est perçu non pas comme de la solidarité, mais carrément comme une provocation. C'est fou, mais tu sais, les politiciens sont quand même conscients de tout ça, non? Ils lisent les mêmes sondages que nous autres. Face à ce mur-là, ils essaient bien de trouver des solutions pour redonner la parole au monde, là. J'ai vu passer des concepts d'assemblée citoyenne tirés au sort dans les textes. Tout à fait. Face à cette crise de légitimité-là, la Belgique s'est transformée en laboratoire de la démocratie participative. Dès 2011, on a vu l'initiative du G1000 où 1000 citoyens ont été réunis pour délibérer. Puis récemment, il y a eu des commissions mixtes, je crois. Oui, divers parlements régionaux ont intégré des commissions où des citoyens tirés au sort siègent à côté des parlementaires pour discuter d'enjeux complexes, comme le climat ou la mobilité. L'intention affichée, c'est vraiment de contourner les dogmes partisans pour faire émerger une sagesse collective. Mais il y a un problème majeur, puis il est tellement flagrant quand on lit la fin de notre dossier. Ces assemblées-là, elles n'ont aucun pouvoir contraignant. C'est strictement consultatif. Est-ce qu'organiser une énorme consultation citoyenne pour finalement jeter les conclusions au vidange, c'est pas encore pire que de rien demander du tout? C'est le risque. L'expression utilisée par l'un des chercheurs dans nos sources est super pertinente, c'est du citizen washing. Du citizen washing, comme le greenwashing, mais pour la politique. Exactement. L'exemple le plus cinglant cité dans les sources, c'est le panel We Need to Talk. C'est un groupe de citoyens tirés au sort qui a travaillé pendant des mois avec des experts pour pondre des propositions ultra concrètes pour réformer le financement au bac des partis. Puis qu'est-ce que les élus en ont fait de ce beau rapport-là? Ils ont applaudi poliment, ils ont pris des belles photos pour dire qu'ils écoutent le peuple, et puis ils l'ont enterré en évoquant le réalisme politique. Voyons donc.
Tant que les conclusions menacent pas le portefeuille ou le pouvoir des partis, c'est merveilleux. Mais dès que ça touche au vrai levier de la machine, c'est balayé sous le tapis. C'est littéralement utiliser l'image des citoyens pour légitimer un système qui refuse de changer. Au bout du compte, ces initiatives purement consultatives-là font juste nourrir une cruelle illusion de participation. L'électeur réalise très vite qu'il est invité à la table juste pour faire figure de décoration. Puis ça décuple l'amertume et le cynisme de la population envers la classe dirigeante. Ce qui nous ramène exactement à notre métaphore du début avec le contrat de télécom. Si on repasse le film de tout ce qu'on vient de décortiquer, on comprend tout de suite pourquoi les électeurs sont à cran. Tout s'embricoé. Quand tu mets ensemble un État tellement morcelé que personne n'est coupable de rien, des partis qui s'autofinancent à coups de millions publics, un système de calcul qui vole le vote de protestation pour engraisser les plus forts, puis un cordon sanitaire qui force les autres à s'allier en trahissant leurs promesses, c'est la tempête parfaite. Et la conclusion sociologique de nos sources est implacable. Ce sentiment de fraude civique qu'on observe chez l'électeur, ça n'a rien à voir avec du populisme irrationnel ou de la théorie du complot. C'est la réaction la plus froide, la plus logique puis la plus rationnelle possible face à une ingénierie institutionnelle qui est verrouillée de toutes parts. Le citoyen a parfaitement compris les règles du jeu, tu sais. Et il a surtout compris que ces règles-là sont pas faites pour lui. La structure du système garantit que l'oligarchie partisane va se maintenir au pouvoir, peu importe le niveau de colère dans les urnes. Et ça, c'est une pensée qui donne un peu le vertige pour l'avenir de nos institutions. Si un système politique devient tellement perfectionné dans sa capacité à se blinder mathématiquement contre la volonté de ses propres citoyens, à quel moment il franchit la ligne où il devient totalement impossible à réformer de l'intérieur? On a vu que les citoyens ont compris comment marche la cage. Ils voient les barreaux, puis ils voient qui détient la clé. La vraie question maintenant, c'est quelle va être leur prochaine étape s'ils décident un jour de refuser massivement de jouer le jeu. C'est là-dessus qu'on laisse quiconque nous écoute aujourd'hui. La Constitution belge, écrite en 1831, dit noir sur blanc qu'un député reçoit des ordres de personne, qu'il représente la nation entière en toute liberté. Ouais, c'est la base théorique même de la démocratie représentative. Exactement. Sauf que dans les faits, les données montrent que ces mêmes députés votent très exactement ce que leur parti exige dans genre 99% des cas. C'est un chiffre qui frappe, hein? Ben oui. C'est quand même fascinant. Comment est-ce qu'une démocratie peut justifier un tel gouffre entre le texte de loi et la théorie, puis la réalité de tous les jours? Dans le fond, c'est vraiment la différence entre la vitrine du magasin et l'arrière-boutique. Et cette contradiction soulève une question super importante sur le système au complet. Et c'est précisément ce qui nous amène à la mission de notre analyse d'aujourd'hui. Une question aussi provocatrice que nécessaire. À quel point le citoyen belge est-il, au fond, un pigeon? C'est le mot fort de cette exploration. Oui. L'objectif pour quiconque écoute aujourd'hui, c'est vraiment de comprendre comment la machine tourne en réalité, mais sans s'enfarger dans tout le jargon institutionnel. Et ce qui est génial avec les documents qu'on épluche, c'est qu'on n'a pas du tout besoin de faire d'éditorial politique ou de prendre parti. Non, pas du tout. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Exact. On a sur la table des rapports de la Cour des comptes, les audits du Gréco de 2024 et une énorme étude de la KU Leuven d'octobre 2025. Et ces sources primaires mettent en lumière un concept que les politologues appellent la particratie consolidée. La particratie consolidée. Données-là, on s'aperçoit que le système ne tient pas par magie, mais grâce à une architecture super précise. Ça fonctionne avec une série de 3 verrous qui s'emboîtent pour sécuriser le pouvoir. Bon, décortiquant un peu tout ça. Si on veut savoir si la population se fait vraiment plumer, la première chose à regarder, c'est la porte d'entrée. Le bulletin de vote. Exact. Le moment précis où le vote glisse dans l'urne. Qu'est-ce qui se passe concrètement à ce moment-là? En théorie, le vote sert à envoyer la personne qu'on a choisie au Parlement. Mais en pratique, au niveau fédéral en Belgique, il y a un mécanisme qui s'appelle l'effet dévolutif de la case de tête. L'effet dévolutif? OK. Ouais. Sur un bulletin, on peut voter pour des candidats précis ou on peut voter juste pour le parti, tout en haut de la liste. C'est ça la fameuse case de tête. Jusque-là, ça semble quand même standard. Tu sais, c'est comme dire je fais confiance à l'équipe, peu importe les joueurs sur la glace. Sauf que le mécanisme interne de ce vote-là est très particulier. Même après les réformes des années 2000, la loi fédérale dit que 50% de ces votes de tête tombent dans un pot commun. Un pot commun qui va à qui, au juste? C'est là le truc. Ce pot ne profite pas également à tous les candidats.
Le parti l'utilise pour transférer des voix artificiellement aux candidats placés en haut de la liste, Ah, OK. dans un ordre super strict qui a été décidé d'avance par la direction du parti. Ça sert à les pousser au-dessus du seuil pour être élus. Attends, c'est comme si on allait au resto en groupe, on commande tous le menu végétarien, Ouais. mais le gérant prend la moitié de nos paiements pour justifier de servir le vieux steak qui devait passer date, simplement parce que c'est l'ordre qu'il avait décidé en cuisine le matin. C'est exactement ça. Ton analogie illustre super bien la mécanique du transfert. D'ailleurs, c'est par hasard si les régions belges ont réagi différemment à ce système-là. Ah oui, ils ont changé les choses? Bien, la Wallonie a fini par complètement supprimer cet effet dévolutif pour ses élections régionales parce qu'ils trouvaient ça antidémocratique. La Flandre, elle, l'a fortement réduit. Mais au niveau fédéral, le pot commun existe toujours. Intact. Historiquement, la moitié des élus atteignaient leur siège grâce à ce pot commun, et pas du tout par leur propre popularité. D'accord, mais si on recule un peu, si on regarde la photo globale, l'équilibre entre les voix que la population donne à un parti et le nombre de sièges que le parti obtient à la fin, est-ce que le calcul mathématique est truqué à la base? En fait, non. Et la science politique mesure ça très bien avec l'indice Gallagher. L'indice Gallagher. D'accord. C'est un outil mathématique qui calcule la distorsion entre les votes reçus et les sièges obtenus. Plus le chiffre est haut, plus c'est disproportionné. Et la Belgique se situe où là-dedans? Pour les élections de juin 2024, l'indice tourne autour de 5,5. Puis 5,5, c'est un bon score. Ça se compare comment au reste de l'Europe, mettons? C'est dans la moyenne haute. L'Allemagne est à peu près à 3,5. Les Pays-Bas frôlent le 1, ce qui est très proportionnel, mais si on prend le Royaume-Uni, qui a un système différent, leur indice a explosé à 23,6 en 2024. Ah wow, 23,6! Ouais. Fait que là, le beau, un parti peut avoir 30 des votes et se ramasser avec 60 des sièges. Ça, c'est une distorsion massive. En Belgique, avec 5,5, le reflet mathématique des urnes reste quand même fidèle. Fait que le vol ou l'illusion, ça ne se situe pas dans le tableau de chiffres le soir des élections. Exact. Ce qui est fascinant ici, c'est que le véritable contrôle se fait dans l'angle mort de l'électorat, lors de la confection des listes. Avant même le vote. Oui. Aucun texte de loi en Belgique oblige les partis à tenir des primaires ouvertes ou à consulter leurs membres pour placer les candidats. Ça se décide à huis clos dans les bureaux des présidents de partis. La population ne choisit pas ses représentants, elle valide juste une présélection. Fait que la carrière d'un candidat dépend entièrement de l'humeur du président de son parti avant même que les pancartes soient imprimées. Totalement. Mais ce lien de dépendance-là, il s'évapore pas par magie le jour où l'élu prête serment. Comment ça se traduit une fois qu'ils sont assis au Parlement? Bien, c'est là qu'on vient au fameux score de 99 de loyauté dont tu parlais au début. En sciences politiques, on utilise l'indice de Rice pour évaluer à quel point un groupe vote d'un seul bloc. L'indice de Rice? Oui. 0, c'est le chaos total. 100, c'est une dictature. En Belgique, les travaux de la VUB montrent que les partis au pouvoir flirtent constamment avec les 99 %. Mais pourquoi personne ne lève jamais la main pour dire « Patron, ma conscience m'empêche de voter cette loi-là ». Je veux dire, on a vu ça au Royaume-Uni pendant la saga du Brexit en 2019. Oui, les fameuses rébellions. Exact. Il y a 118 députés conservateurs qui ont carrément voté contre leur propre première ministre. Ils ont fait dérailler leur propre gouvernement par conviction. Pourquoi ça arrive pratiquement jamais en Belgique depuis 1945? Mais au Royaume-Uni, pour faire respecter la ligne, ils ont le système des whips, qui est super punitif. En Belgique, la méthode est beaucoup plus subtile. On appelle ça la loyauté par anticipation. La loyauté par anticipation, OK? Le parti n'a pas besoin de crier ou de menacer un député, parce que l'élu comprend très bien comment fonctionne l'écosystème de sa propre survie. C'est de l'autocensure carriériste, dans le fond, mais au quotidien, qu'est-ce qu'ils ont à perdre au juste? Absolument tout. C'est un système d'incitation positive. Si un député veut se retrouver à une place éligible sur la liste aux prochaines élections, il ne peut pas irriter la direction. Logique. S'il n'est pas réélu, il va peut-être vouloir un poste de conseiller dans un cabinet ministériel et qui distribue ces postes-là, le parti. S'il cherche ce qu'on appelle un mandat dérivé. Un mandat dérivé? C'est quoi ça? C'est des postes de nomination. Par exemple, siéger au conseil d'administration d'une entreprise publique ou d'une intercommunale de l'eau. C'est très bien rémunéré, puis c'est le parti qui est les clés. Fait que se rebeller en chambre pour défendre une idée, c'est fondamentalement signer la fin de sa vie professionnelle en politique. La liberté de vote est vraie sur papier, mais structurellement suicidaire. C'est l'étouffement par la carotte, dans le fond? Complètement. Mais pour maintenir un système de carotte aussi vaste, pour garder le contrôle de l'État, ça doit prendre des ressources financières colossales. L'argent, c'est le nerf de la guerre. Et c'est là que le décalage financier
avec le simple citoyen prend des proportions incroyables. Fait que j'ai fouillé dans la grande étude de la KU Leuven, celle d'octobre 2025, puis les chiffres m'ont vraiment jeté par terre. C'est clair. Sur une seule année, les partis politiques belges ont empoché 83,7 millions d'euros en subventions publiques directes. Puis si on ajoute l'argent que les élus doivent obligatoirement redonner à leur parti sur leur salaire public, ça monte à près de 95 millions. C'est massif. Ça veut dire que 87,2 % de tout l'argent qui fait vivre les partis provient de l'État, donc des poches de la population. Eh bien oui. Et si on ramène ça à une échelle humaine pour bien comprendre l'anomalie, ce financement public-là équivaut à environ 7,1 € par habitant par an. 7,1 €, OK. Pour mettre ça en perspective, l'Allemagne dépense environ 2,4 € par habitant. Les Pays-Bas, 1,5 €. La France est à peu près à 1 €. Fait que la Belgique donne jusqu'à 7 fois plus d'argent public à ses partis que ses voisins. C'est sidérant. On force la population, avec ses impôts, à financer des structures ultra verrouillées sur lesquelles elle n'a aucun contrôle. Et le pire, c'est que ces 95 millions-là, c'est juste la pointe de l'iceberg. Oui, parce que toute la réalité des cabinets ministériels. Les audits de la Cour des comptes montrent une exception belge assez flagrante. Tout niveau de pouvoir confondu, on compte entre 2800 et 3200 personnes qui travaillent dans les cabinets. Attends, juste pour comparer, en France, un ministre a droit à combien de conseillers? Depuis 2017, la France a plafonné ça à 10 ou 15 collaborateurs par ministre. Aux Pays-Bas, le concept de cabinet politique élargi n'existe quasiment pas. C'est l'administration qui fait la job. Exact. Mais en Belgique, cette armée de l'ombre coûte plus de 200 millions d'euros par an. 200 millions? Oh! Mais comment ils font pour justifier ça sans que les budgets officiels explosent publiquement? C'est là qu'intervient la mécanique des fonctionnaires détachés. Des fonctionnaires détachés? Ouais. Une grande partie de ces collaborateurs sont en fait des employés normaux des ministères. Par exemple, un expert en environnement qui est transféré temporairement pour travailler pour le cabinet politique du ministre. Ah, je vois. Sauf que son salaire continue d'être payé par le budget général du ministère et non par l'enveloppe du cabinet. Ça rend le coût réel invisible. C'est un moyen parfait pour les partis de caser leurs troupes aux frais de l'État. D'accord. Fait que les partis contrôlent les carrières, ils ont des dizaines de millions en subventions et des milliers de postes à distribuer. Avec autant de ressources, ils devraient au moins être exemplaires sur la transparence, non? C'est l'autre face de la médaille. La réalité, c'est l'opacité. L'indice de perception de la corruption classe la Belgique au 22e rang mondial avec une note de 69 sur 100. Et ça continue de chuter. Exact. Le Conseil de l'Europe, via le Gréco, a été extrêmement dur en 2024. La Belgique a été déclarée en état de non-conformité globale. Seulement 2 recommandations sur 22 avaient été appliquées. Mais qu'est-ce qui bloque à ce point-là? C'est quoi le problème principal? Le trou noir, c'est le lobbying. Au niveau fédéral, il n'y a toujours aucun registre obligatoire pour tracer les rencontres entre les ministres, leur cabinet et les lobbyistes. Aucun registre en 2024? Non. Et juste autour des institutions à Bruxelles, on estime que les groupes d'intérêt dépensent plus de 343 millions d'euros par an. La population n'a aucun moyen de savoir qui murmure à l'oreille de ceux qui écrivent les lois. Puis si quelqu'un veut fouiller, demander des documents à l'administration, ben bonne chance. L'accès à l'information place la Belgique au 59e rang sur 150 pays. C'est dans les 20 pires cadres juridiques au monde. Fait que si on relie tout ça, on voit comment le système se protège. Les chefs de parti choisissent les élus gardent le silence pour protéger leur carrière, financée par l'argent public. Et pour éviter que ça soit remis en question, on maintient l'opacité. C'est un écosystème fermé. Alors, qu'est-ce que tout ça veut dire? À l'heure du verdict, face à notre question provocatrice, les citoyens belges est-il vraiment un pigeon? Si on décortique ça selon nos sources, la réponse se divise en 3 constats. Premier constat, l'illusion de la promesse électorale. Le fait qu'on fasse croire à la population qu'elle élit des gens libres. Exact, alors qu'elle valide des délégués contraints. Sur ce point, la thèse du pigeon est totalement fondée. L'écart entre la Constitution et la réalité du vote est indéniable. Premier coup de massue. Et pour le deuxième constat, c'est sur l'idée d'une asymétrie délibérée. Là, c'est partiellement fondé. L'asymétrie de pouvoir et d'argent est prouvée, mais c'est pas un complot pensé dans une cave obscure. Mais c'est pas des méchants de films. Non. Les lois de 1989 devaient stabiliser l'État. Le problème, c'est que c'est devenu un équilibre qui s'est auto-renforcé. La machine nourrit la machine. Ça nous amène au troisième constat, qui est souvent perçu comme une fatalité. L'idée que la population a absolument aucun recours. Et là, la thèse est infondée.
infondée. Il y a de l'espoir. Oui. Les recours légaux existent, même si c'est cher, mais la vraie lumière vient d'ailleurs. De façon super paradoxale, la Belgique est en train de devenir un des plus grands laboratoires mondiaux de démocratie délibérative. De la démocratie délibérative, tu parles de faire participer la population directement? Exactement. Prenez la communauté germanophone, l'Os belgien. En 2019, ils ont instauré un conseil citoyen permanent, tiré au sort, ancré dans les institutions. Une première mondiale? Oui. À Bruxelles et en Wallonie, ils expérimentent des commissions mixtes où des citoyens s'assoient avec des parlementaires pour élaborer des recommandations. C'est une vraie brèche dans le monopole des partis. C'est un contraste fou. D'un côté, une machinerie partisane étouffante et de l'autre, une innovation citoyenne de pointe. Ce qui m'amène à une dernière réflexion pour conclure notre analyse. Vas-y. Les données 2023 et les sondages montrent une fracture psychologique fascinante. Quand on demande aux gens s'ils font confiance aux institutions de l'État social, les hôpitaux ou les écoles, ça crève les plafonds entre 78 et 87 %. L'administration publique garde une énorme légitimité quand elle dispense des services concrets. Exact. La machine tourne. Mais dès qu'on parle des institutions purement politiques, les gouvernements, les partis, la confiance s'effondre entre 22 et 39 %. La population fait confiance aux moteurs pour rouler tous les jours, mais il se méfie profondément des pilotes qui tiennent le volant. C'est tellement ça. Alors voici la question que je laisse à quiconque écoute aujourd'hui. Sachant que la Belgique a les deux pieds dans l'innovation avec ses panels citoyens et que la population rejette les partis mais fait confiance à l'administration... Où est-ce qu'on s'en va avec ça? Pourrait-on imaginer un avenir où l'on déciderait simplement d'éliminer les intermédiaires? D'arrêter de payer 95 millions par an pour des bureaux de parti et de concevoir un système où des assemblées citoyennes tirées au sort travailleraient directement avec cette administration publique-là. C'est une vision assez radicale de l'État. Peut-être qu'au bout du compte, la solution à une particratie consolidée, c'est pas de réparer les partis, mais d'apprendre à s'en passer complètement. C'est un sacré pensez-y bien.